Bonjour, je m'appelle Kai, j'ai 30 ans, je suis autiste TDAH et j'ai un TDI. Je suis ici aujourd'hui pour apporter mon témoignage à propos des neuroatypies et de la dissociation en parlant de mon propre cas. Dans mon enfance, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des manifestations de mes troubles. Je n'étais pas attentif ou alors trop concentré sur quelque chose pour remarquer qu'on m'appelait. J'oubliais ou ne comprenais pas les consignes quand elles étaient trop complexes, trop longues ou lorsqu'elles manquaient de clarté. J'ai toujours mis énormément de temps pour faire tout et n'importe quoi, parce que je me dispersais sans arrêt entre la concentration que je n'arrivais pas à maintenir et la dissociation qui me faisait regarder dans le vide sans rien faire. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi, j'étais incapable de doser mon regard. On m'a toujours reproché de ne pas regarder dans les yeux, alors je me forçais et je fixais. Mais ça dérangeait tout autant. J'ai toujours eu du mal à articuler correctement et encore plus à parler assez fort pour qu'on m'entende et me comprenne. C'est quelque chose que j'ai travaillé aujourd'hui, ça va beaucoup mieux quand même. Mais là, par exemple, je dois faire quand même des efforts et prendre le temps de ressentir mes muscles pour pouvoir bien articuler et ne pas parler trop vite. Je n'ai jamais vraiment réussi à me faire d'amis à long terme. Mon cercle social était totalement instable. De plus, je ne comprenais pas les jeux de mes camarades. Je préférais rester dans mon coin et m'inventer des histoires et m'enfermer dans mon imaginaire. J'étais un enfant qui était sans arrêt dans ma bulle, comme on dit, calme, silencieux, rêveur, dans la lune. Et toujours un crayon et des feuilles à la main. Je ne parlais que si on venait m'adresser la parole. Une fois fait, je pouvais parler pendant longtemps sans m'arrêter, parce que j'étais content qu'on s'intéresse à moi. Mais là aussi, c'était trop pour les autres. J'étais soit pas assez, soit trop. Jamais dans l'entre-deux. Tous les aspects de mon quotidien et mes interactions avec les membres de ma famille et en dehors étaient impactés, et le sont encore d'ailleurs. Cela m'a valu beaucoup de maltraitance et de négligence grave, du harcèlement de la part de mes camarades, mais aussi de mes enseignants. Par conséquent, ça a participé à la survenue de mon TDI. Comme il était dangereux pour moi que mes troubles soient visibles, j'ai dissocié. La dissociation m'a permis de masquer et de surcompenser mes difficultés pour que ça se voie le moins possible. Mais bien évidemment, c'était en dépassant sans cesse mes limites. Et le fait de dépasser mes limites me mettait dans un état émotionnel et physique tel que je n'avais d'autre choix que de dissocier encore plus pour anesthésier tout ça. Un vrai cercle vicieux, et je ne m'en rendais même pas compte. J'ai essayé de démêler un peu l'origine de ma dissociation entre le fait de simplement avoir des neuroatypies que je ne pouvais pas totalement masquer, ou d'être victime de maltraitance et de négligence, sans forcément que ce soit en lien avec mes troubles, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, ou avec ma naissance prématurée. Et la conclusion est que c'est tout à la fois. Les facteurs sont trop nombreux et intriqués les uns dans les autres pour pouvoir les départager. Naître avant le terme est un des facteurs de troubles neurodéveloppementaux, de neuroatypies comme l'autisme ou le TDAH, mais je n'avais jamais fait le lien. Il faut savoir aussi que quand on est prématuré, on a beaucoup plus de risques de dépression, d'anxiété généralisée, de dysrégulation émotionnelle et d'autres. Beaucoup plus de risques également de dissocier, je suppose, car le système nerveux n'étant pas aussi développé qu'un enfant né à terme, on est beaucoup plus sensible aux stimuli sensoriels. Les odeurs, les sons, la lumière, le toucher, qui deviennent beaucoup trop d'informations à gérer pour un cerveau qui n'a pas eu le temps de se préparer à ce nouvel environnement. Si ce n'est pas de la douleur, cela génère un stress important, néfaste pour le développement du cerveau, sans compter les soins qui peuvent être très invasifs et donc douloureux. Naissance difficile, neuroatypie, contexte familial et social difficile, j'avais tout malheureusement pour dissocier. Et au vu de l'incapacité de mes parents à gérer leurs propres émotions, même si je n'avais pas eu de neuroatypie, je pense très fortement que j'aurais quand même été maltraitée et négligée. De plus, le contexte de ma naissance est particulier. Je n'étais pas prévue parce que contraception, pas voulu. Mon père avait ordonné à ma mère d'avorter et menacé de la quitter si elle ne le faisait pas. Je suis née avec 3 mois d'avance et de graves complications, pesant moins d'1 kilo et des parties de mon corps ont nécrosé après quelques jours. Aux yeux des médecins, je n'étais pas viable. Aux yeux de mes parents, j'étais déjà mort. De plus, mon grand-père est décédé dans un accident de voiture en faisant la route pour venir me voir à la maternité. Mes parents ont toujours raconté ça d'une telle façon que j'ai grandi avec l'idée que j'avais tué mon grand-père en venant à la vie, avec une culpabilité écrasante qui a impacté toute ma façon de voir le monde et ma propre personne.
Mes parents ont toujours énormément d'anecdotes à raconter avant ma naissance, à propos de mes frères et sœurs quand ils étaient petits. Ils en ont également avec des enfants ayant fait partie de notre entourage après ma naissance, dont certains avec qui j'ai grandi comme des frères et sœurs. Pourtant, jamais une anecdote me concernant en dehors de celle de ma naissance et de la mort de mon grand-père. Comme si je n'existais pas, comme s'ils avaient cessé de vivre, eux aussi, à mon arrivée. Entre ce traitement, que j'ai clairement ressenti comme une mise à l'écart, les négligences, les violences, les neuroatypies et les difficultés sociales qu'elles apportent, ainsi que la dissociation qui me mettait à distance de tout, je n'ai pas vraiment pu créer de lien avec ma famille, ni avec qui que ce soit d'ailleurs, jusqu'à récemment. J'ai toujours été seule. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai compris que je n'étais pas juste lent, que j'avais du mal à me concentrer et que j'étais un peu bizarre sur les bords à cause de ma prématurité. Enfin si, c'est en partie à cause de ma prématurité. Mais c'est bien plus que ça, bien plus que de la lenteur et des problèmes de concentration qui n'étaient regardés que dans le milieu scolaire. L'autisme et le TDAH ont impacté absolument tous les aspects de ma vie. Ce n'était pas seulement des mauvaises notes à l'école parce que je n'avais pas le temps de terminer mes évaluations. À la maison aussi, c'était un problème. Combien de soirées ou même de journées entières ai-je passé assis sur une chaise inconfortable sans avoir le droit de partir tant que mes devoirs n'étaient pas terminés, complètement paralysée par mes parents qui me hurlaient dessus ou me frappaient parce que je n'arrivais pas à me concentrer, à cause d'eux, souffrant de rester dans une position inconfortable sans rien pouvoir faire pendant des heures. Une torture. Toutes les fois où j'étais frappée parce que je n'étais pas assez rapide pour ranger les jouets que d'autres enfants avaient sortis et que je n'avais même pas touchés. Toutes les fois où je mettais trop de temps à me mettre au lit par moi-même sans que les parents aient besoin de s'occuper de moi. Toutes les fois où je ne parlais pas alors qu'on attendait une réponse de ma part. Toutes les fois où on me demandait de me taire. Toutes les fois où on me demandait de faire certaines choses et qu'ensuite on me demandait d'arrêter parce que je prenais trop de temps à faire chaque détail. Toutes les fois où j'ai suivi un ordre de manière trop littérale et ce n'était absolument pas ce qu'on attendait de moi. Toutes les fois où je détournais le regard. Toutes les fois où, au contraire, je ne baissais pas les yeux. Toutes les fois où je refusais de faire un câlin ou un bisou. Toutes les fois où je restais trop longtemps au même endroit. Toutes les fois où, au contraire, je filais tout droit alors qu'apparemment il ne le fallait pas. Toutes les fois où j'ai fait semblant de me brosser les dents parce que je ne supportais absolument pas ça. Et que ma mère finissait par le faire elle-même, avec violence. C'est quand j'ai commencé à m'informer sur l'autisme, tout d'abord, que j'ai commencé à me comprendre. Et que j'ai commencé à prendre conscience que je n'avais pas eu une enfance heureuse comme je l'avais toujours pensé. En acceptant de faire cette démarche, j'ai levé certaines barrières dissociatives. En effet, j'étais dans le déni le plus total de mes traumatismes. Prendre conscience de mon autisme revenait à prendre conscience des violences que j'avais pu subir. Et c'est peu après que j'ai réalisé que j'avais possiblement un TDI. J'ai toujours pensé que les personnages dans ma tête, avec qui je discutais, étaient de la pure imagination, plus ou moins volontaire de ma part, une sorte de moyen d'échapper à mon quotidien et aux angoisses que je ressentais en permanence, sans en comprendre la raison, ce qui m'angoissait encore plus. C'est le principe même de la dissociation, vous me direz, échapper à une réalité trop difficile à supporter. J'étais loin cependant de me douter de tout ce que ça impliquait. L'idée de se renfermer dans son imaginaire pour échapper à un quotidien un peu difficile, c'est quand même tout autre chose que celle du cerveau qui se retrouve à créer de lui-même plusieurs identités alternantes pour pouvoir survivre à des traumatismes graves et répétés dans l'enfance. Cette même enfance, je le rappelle, que j'avais toujours pensée heureuse. Il faut pouvoir l'entendre. Il faut pouvoir remettre toute sa vie en question et changer de perspective. Ça a été très compliqué d'ouvrir les yeux sans les détourner et oublier aussitôt ce que je venais d'apprendre et de me rappeler. J'ai plus ou moins découvert l'autisme et le TDI dans la même période et, étrangement, j'ai plus vite accepté l'idée du TDI que celle de l'autisme. L'hypothèse du TDI me donnait la confirmation que mes personnages, que je connaissais depuis enfant et que je considérais comme des personnes bien réelles, même si incapables d'interagir avec quelqu'un d'autre que moi, étaient vraies. Elles existaient vraiment. Ces personnes qui, au final, n'étaient que des parties de moi-même, étaient devenues essentielles à mon équilibre. Et j'étais terrifiée à l'idée qu'elles ne puissent pas exister. Si elles n'existaient pas, moi non plus, non, puisqu'on était égaux et qu'on se partageait un même corps.
J'avais donc là une possible preuve de ma propre existence, alors que mes parents m'ont toujours fait penser le contraire. Même si ce n'était pas intentionnel de leur part, le résultat était là. Le TDI est quelque chose d'extrêmement intime. Bien qu'ayant beaucoup d'amnésie traumatique, de barrières dissociatives, de phobie des émotions, on avait une entente dans mon système. Une bonne entente. On s'aimait, on passait beaucoup de temps les uns avec les autres, à chahuter, à se taquiner, à rire ensemble. C'était pratiquement mes seuls moments joyeux et heureux. À cette époque, avant le TDI me permettait d'avoir des bulles de bonheur. C'était réconfortant. Alors que l'autisme, quant à lui, ne reflétait que des difficultés, de la douleur, de la peur, de l'incompréhension de la part des autres, ainsi que du rejet. Et le rejet était extrêmement difficile à vivre pour moi. Être autiste me mettait en danger, alors que le TDI, lui, me protégeait. Et puis, en prenant conscience de mes traumatismes, en m'informant et me basant sur mes connaissances en psychologie, notamment les traumatismes et leurs conséquences, j'ai compris que des comportements et réponses traumatiques pouvaient imiter des traits autistiques et TDAH. Pour le coup, je préférais être traumatisée que neuroatypique. Au moins, les traumas pouvaient se guérir. J'avais encore beaucoup de validisme intériorisé qui ne me permettait pas d'accepter la chose. Un argument de plus pour pouvoir confortablement rester dans le déni. D'autant plus que dans les périodes où j'allais mieux, mes traits neuroatypiques diminuaient drastiquement. C'est en partie vrai, puisque l'angoisse et l'hypervigilance, les symptômes de stress post-traumatique, tendent à augmenter, s'ils sont déjà présents, les comportements autistiques et TDAH, ou à les imiter. Mais à ce moment-là de ma prise de conscience, je ne voyais que les manifestations les plus extrêmes, celles que la dissociation et la compensation ne pouvaient pas masquer ou me cacher. Je ne voyais que la partie de mes troubles influencés par mes traumas. Et quand j'allais mieux, je ne les voyais plus, parce que j'étais bien trop dissociée pour m'en rendre compte et voir le reste. J'ai continué à m'informer et plus je progressais, plus je devais me rendre à l'évidence que, dans un premier temps, je suis bien autiste. Au final, quand j'ai compris que comprendre l'autisme m'aidait à mieux gérer mes difficultés, j'ai commencé à mieux l'accepter, surtout à être moins dure avec moi-même. Comprendre et accepter, c'est aussi ce qui permet de connaître son fonctionnement et voir ses propres limites. Ça peut être très frustrant et toujours compliqué de les respecter quand nos envies ou nos obligations ne correspondent pas à nos limites. Mais c'est là que j'ai vraiment pu tenter d'organiser mon quotidien et d'adapter selon mes spécificités. Bon, je le reconnais, j'ai pas vraiment une très grande capacité d'organisation, hein, faut pas se mentir. Mais juste le fait de savoir où sont mes limites, je pouvais me dire que si j'avais un rendez-vous un jour, je n'allais pas en prendre un autre le lendemain, par exemple. J'avais besoin d'un jour, voire plus, pour me reposer socialement entre chaque rendez-vous. Et pas plus de 2 rendez-vous par semaine, si possible. Et si je ne sors pas les autres jours, même si c'est pour voir des amis. Et rien que ça change énormément de choses. Mettre des bouchons dans les oreilles quand il y a trop de bruit, mettre des lunettes de soleil quand il y a trop de lumière, éviter certains endroits qui ne sont pas indispensables pour ne pas être trop surchargé, et pouvoir faire plus de choses. Ça paraît simple dit comme ça, mais penser à mettre des bouchons ou des lunettes alors que le reste de la société ne semble pas être incommodé par le bruit ou la lumière, c'est pas si évident que ça. Il faut reconnaître qu'on en a besoin, et il faut oser. Connaître son propre fonctionnement est donc important. Ne pas accepter ses troubles revient à se mettre des barrières dans ce sens. Puis est venue l'hypothèse du TDAH. Maintenant que j'ai retrouvé beaucoup de souvenirs de mon enfance, même si ça reste encore flou, j'ai une impression globale suffisante pour pouvoir dire que mon TDAH se voyait depuis enfant. Mais quand j'ai commencé à m'interroger sur la chose, je vivais encore chez mes parents, où j'étais en burn-out permanent. Si j'avais fait beaucoup de progrès et que j'étais beaucoup moins dissociée, ce n'était pas suffisant pour gérer cette nouvelle information. Quand il y a 2 ans, j'ai enfin pu m'installer dans mon propre chez moi, sans mes parents, incroyable mais vrai, ma dissociation a presque diminué de 50%, si ce n'est pas plus. C'est énorme. Quitter un environnement toxique qui me poussait sans arrêt au-delà de mes limites avec des triggers en permanence m'a fait le plus grand bien. Je me sentais revivre, je me sentais tellement bien et j'avais l'impression d'être surpuissant. Je n'étais plus dissociée, je n'étais plus autiste, je n'avais pas de TDAH puisque j'arrivais à faire plein de choses, à terminer tout ce que j'entreprenais. Du moins, je le croyais. Mais voilà, la joie intense retombe pour retrouver un niveau émotionnel normal.
Et là, je n'avais pas vraiment recommencé à dissocier pour autant, et c'est justement ce qui a fait que j'ai pu enfin apercevoir mon autisme, dont le déni était encore bien présent, et mon TDAH. J'allais mieux, et pourtant mes troubles empiraient. Parce que je les voyais beaucoup plus, mais aussi parce que je ne les masquais plus comme avant. En effet, j'étais devenue à certains moments incapable de rester en place et de terminer des actions. Par exemple, je m'installais au salon et lançais un film sur la télé, et quand ce dernier était terminé, je me rendais compte que je n'avais suivi que les 5 premières minutes avant de me perdre à faire des recherches pour écrire mes romans, répondre à une question qui m'avait traversé l'esprit, que j'avais commencé un dessin sans le terminer, que j'avais commencé à cuisiner sans vraiment terminer non plus, que j'avais lu un ou deux paragraphes d'un livre sans vraiment enregistrer ce que je venais de lire, parce que je n'étais absolument pas concentrée, que j'avais balayé la moitié du salon, j'insiste sur la moitié, et que j'avais commencé un nouveau pull au crochet en suivant un tuto sur YouTube alors que j'en avais déjà un en cours, et ainsi de suite. Je n'arrivais plus à me concentrer assez pour faire quoi que ce soit, et surtout pour terminer quelque chose. J'étais surchargée tout le temps, à tel point que malgré un casque anti-bruit de chantier, plus des bouchons d'oreilles, le bruit du frigo, un des plus silencieux sur le marché actuel, était trop fort dès que je pénétrais dans la cuisine. Je estimais beaucoup, alors qu'avant je ne le faisais que très rarement. Et en général, je ne m'en rendais pas compte, donc j'estimais moi-même que je ne stimais pas du tout. Je ne voyais personne pendant des semaines, et cela ne me manquait absolument pas. J'avais beaucoup plus de frustration et de colère que je ne maîtrisais pas encore. Et pour tout dire, j'avais l'impression de ne rien maîtriser du tout, comme une perte de contrôle la plus totale. J'oubliais de manger parce que je n'avais plus les heures de repas imposées par les parents. J'ai oublié beaucoup de rendez-vous les premiers temps parce que je n'avais pas une aussi bonne notion du temps que ce que je pensais, alors que jamais de ma vie je n'avais oublié un rendez-vous, ou peut-être une ou deux fois seulement. C'était vraiment exceptionnel. J'ai été plusieurs fois en retard, alors que je m'étais toujours débrouillée pour être toujours à l'avance, d'au moins une heure. J'oubliais le linge dans la machine à laver, c'est toujours le cas. Je comprenais moins les sous-entendus et étais hermétique à toute forme d'humour parce que je ne comprenais pas tout simplement. Je n'avais plus les capacités de compenser pour comprendre l'humour. J'avais beaucoup plus de toc. J'avais beaucoup plus de rigidité concernant un emploi du temps que pourtant je n'arrivais plus à faire. J'étais très facilement submergée par tout et n'importe quoi. J'étais aussi beaucoup plus impulsif. Les stimuli sensoriels étaient, comme pour les émotions, beaucoup plus intenses. Moi qui pensais ne pas avoir d'odorat, par exemple, je me suis aperçue que je ne supporte absolument pas les bougies parfumées, même lorsqu'elles sont éteintes et encore dans leur emballage. Moi qui pensais que je pouvais manger de tout sans problème et qu'il n'y avait que de très rares aliments que je n'aimais pas, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que je pensais, que je ne peux juste pas mettre dans ma bouche à cause de leur goût, odeur, aspect visuel et ou texture. Il y a également beaucoup plus de textures que je déteste et ne peux absolument pas toucher, dont certaines me font frémir rien que d'y penser, et même en voyant quelqu'un d'autre les toucher. J'ai dû réapprendre des choses, en apprendre de nouvelles, affiner mes connaissances et ma compréhension, laisser du temps pour permettre à mon cerveau de recalibrer toutes ces perceptions et interprétations qu'on avait déjà, mais auxquelles on n'avait pas encore accès à cause de la dissociation. Au final, toutes ces difficultés, ces handicaps dont je n'avais que vaguement conscience, m'a apporté de la colère, de la peur, de la tristesse, de la frustration, et en même temps, un énorme soulagement. J'ai été soulagée de ne plus devoir faire semblant, de ne plus devoir me forcer au-delà de mes capacités. Toutes ces émotions mises bout à bout m'ont fait redissocier pendant un temps. Surtout que j'apprenais à gérer plein de nouvelles choses. Je n'avais encore jamais vécu seule. De plus, j'étais encore dans des relations toxiques qui accaparaient toute mon attention. Sans compter mes parents, avec qui je n'ai pas réussi à couper les ponts, qui pointaient le bout de leur nez au moment où je m'y attendais le moins. Le fait de moins dissocier me rendait également capable de faire face à des traumas oubliés. Même si j'allais vers le mieux, ce n'était vraiment pas une période facile. Loin de là. Vivre seule, sans devoir composer avec des personnes qui ne prennent pas en compte et ne respectent pas mes besoins,
qui me pousse à dépasser mes limites à la moindre occasion, a été au début tout aussi dur que libérateur. C'est là que j'ai vraiment pu voir et analyser mon fonctionnement, ce qui était plus facile pour moi et ce qui l'était moins. Aujourd'hui, avec tous les progrès que j'ai faits, le chemin de guérison parcouru, ce n'est plus vraiment à cause de mes traumas que je dissocie, mais bien à cause de mes neuroatypies, qui rendent les choses les plus simples de difficiles à impossibles selon les jours. J'ai grandi avec l'idée que je ne faisais jamais assez d'efforts, que je manquais de volonté, que je n'étais que flemme, même si j'avais été reconnue avec des troubles du développement dus à ma naissance prématurée. Pseudo-diagnostic d'ailleurs, qui n'était que très peu pris en compte au quotidien, voire absolument pas. Et source de moquerie au sein même de ma famille. Ce qui au passage peut être également une source de traumatisme. Diagnostic tellement vague et sans aucun suivi médical qu'il en est finalement inexistant. C'est une telle injustice d'être reconnu comme ayant besoin d'aide et sans l'obtenir. Ne pas avoir de diagnostic ADHD et donc pas d'adaptation mise en place pousse justement à masquer et prendre sur soi, donc à dépasser ses limites. Dissociation, anxiété, dépression, idées suicidaires au rendez-vous. La flemme. C'était selon mon entourage à l'époque ma plus grande caractéristique. C'est donc très tard que j'ai compris que non, ce n'était pas de la flemme, un manque de volonté ou quoi que ce soit d'autre allant dans ce sens. Quand j'ai pu avoir mon propre appartement en fait. Maintenant, à tête reposée, je peux clairement voir la différence entre flemme et dysfonction exécutive. Il m'arrive d'avoir la flemme, de faire quelque chose comme tout le monde. Mais dans ces cas-là, quand je me retrouve devant la tâche que j'aurais pu faire plus tôt, je peux être un peu agacée, certes, un peu frustrée, mais ça passe très vite. Parce que j'ai choisi de ne pas le faire, alors que j'en avais la capacité, et que j'en suis donc entièrement responsable. Quand c'est la dysfonction exécutive, c'est très très différent. Par exemple, j'ai du mal à aller me coucher le soir parce que ma journée n'a pas été suffisante en dopamine, parce que j'ai encore des traumas, des traces de traumatisme liées à ce moment-là, ou quelle que soit la raison. Alors que je suis épuisée à pleurer, que j'ai donc une régulation émotionnelle quasi inexistante, et par la même occasion une fonction exécutive au même niveau, je peux me retrouver à rester pendant des heures dans la même position sans bouger, à moitié assis sur le lit, mon bras encore à moitié dans ma manche pour me changer, figé en plein milieu de l'action. Comme si j'avais été pris en photo, en fait, en plein milieu et que plus rien ne bouge. Je peux me mettre à pleurer et avoir envie de hurler parce que malgré les douleurs intenses que ça peut me provoquer à cause d'une maladie chronique qui touche les muscles et les articulations, malgré la détresse psychologique dans laquelle ça me met, eh bien, je suis incapable de bouger. Je n'arrive pas à terminer une action, encore moins à lancer une autre. Et là, c'est le meltdown. La notion du temps n'existe plus. Et pour moi, cette souffrance est tellement présente, tellement intense, que je suis incapable de me dire qu'elle va passer. C'est si insupportable de me dire que je vais rester dans cet état toute ma vie que j'ai l'impression que je vais finir par en mourir. Et une bonne raison de dissocier. Il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller exactement dans la situation que je viens de décrire, parce que l'épuisement avait gagné. Heureusement, ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive souvent. Trop souvent pour que je puisse compter toutes ces fois. Ça fait partie de mon quotidien. Et ce n'est qu'un exemple parce que la dysfonction exécutive peut frapper n'importe quand pour n'importe quoi, particulièrement pour les choses qu'on n'aime pas, mais aussi pour les choses qu'on aime et qu'on voudrait faire. J'aime lire, dessiner, écrire, tricoter, faire du crochet et tout un tas de choses dont la liste est très longue. Et souvent, je me retrouve coincée à ne rien pouvoir faire parce que j'ai envie de tout faire en même temps, alors que c'est physiquement impossible. Il faut choisir. Mais je n'y arrive pas, donc dysfonction exécutive. Ou c'est la dysfonction exécutive qui fait que je n'arrive pas à choisir. C'est un peu... Et voilà comment je me retrouve parfois à ne rien faire de la journée et être sous-stimulée, mais pourtant trop épuisée émotionnellement et mentalement, incapable de faire quoi que ce soit pour ne serait-ce que retrouver un niveau tout juste convenable de stimulation. Je peux avoir soif, avoir ma bouteille juste devant moi à quelques centimètres de ma main, mais être incapable de la prendre pour boire, même si je n'ai bu qu'un verre d'eau en plusieurs jours et que je souffre de déshydratation. Aussi, parce que j'ai des difficultés sensorielles à supporter avoir de l'eau dans la bouche, la dysfonction exécutive n'en sera que plus forte. La dysfonction exécutive est en partie ce qui m'handicape le plus, et cette dernière est très très fortement influencée par mes douleurs chroniques,
par les surcharges sensorielles et émotionnelles, par la difficulté à réguler mes émotions et ordonner mes pensées pour pouvoir faire un choix, par la fatigabilité et tout ce qui pourrait représenter un obstacle pour réaliser une action, comme être interrompu en plein milieu puis reprendre, ça, c'est pas possible. Sans parler des traumatismes apportés par l'environnement et ou l'entourage, avoir l'impression de pouvoir mourir sur place à chaque nouvelle crise est en soi déjà traumatisant. Être amené à se négliger soi-même parce qu'on n'arrive pas à lancer une action qui pourrait répondre à ses propres besoins, ça peut être terrifiant. Sans parler des problèmes de santé qui peuvent en découler et compliquent encore les choses. Souvent, je me retrouve également à tricoter ou faire je ne sais quoi toute la nuit, ne relevant les yeux que parce que il fait jour. Oups, j'ai encore passé une nuit blanche et échoué à me mettre au lit. Dans ce cas-là, c'est le manque de dopamine, de stimulation qui parle et supplante tous les autres besoins, y compris les besoins vitaux. Et pour mieux comprendre, voici la pyramide de Maslow. Plus on est bas dans la pyramide, plus les besoins sont vitaux. Tricoter ou écrire toute la nuit jusqu'à oublier ses besoins physiologiques et vitaux comme manger, aller aux toilettes, dormir, eh bien, c'est très problématique, vous me direz. Tricoter n'est pas un besoin si important. Sauf que la dopamine est un besoin physiologique. Celui qui fait le plus défaut chez une personne TDAH. La boucle est bouclée. Tricoter pour le cerveau devient plus important que de manger, aller aux toilettes, dormir. Avoir un TDAH, être autiste, ce n'est pas juste avoir des difficultés à s'adapter aux autres et au monde scolaire ou du travail. C'est aussi avoir des difficultés à se gérer soi-même. C'est lourdement handicapant et c'est d'autant plus dur que la société le comprend très mal. D'où le fait de devoir se cacher, masquer et compenser en faisant des efforts constants pour peu de résultats. Le rejet aussi est traumatisant. Au final, on en vient à se rejeter soi-même, à être encore plus dur avec soi que les autres pourraient le faire. Un peu comme une anticipation pour ne pas avoir à subir les remarques et la pression des autres. On en vient à se maltraiter soi-même à la place des autres, et se traumatiser sans avoir besoin des autres pour le faire. Tout ce que je dis est peut-être un peu pessimiste et effrayant pour vous qui m'écoutez. Mais tout n'est pas aussi sombre que je le dépeins. En guérissant de mes traumatismes, en faisant un lourd travail sur moi, j'ai réussi à gagner une bien meilleure régulation émotionnelle. J'ai aussi fait beaucoup de travail dans le but d'accepter mes neuroatypies. Et depuis que j'avance sur ce chemin, je vais nettement mieux. La frustration est beaucoup plus facile à gérer et les meltdowns sont de moins en moins fréquents. Pour tout dire, je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai fait un meltdown. C'est surtout dans les périodes où je suis malade, épuisée ou que je n'ai pas le moral que mes troubles sont impossibles à vivre. Sinon, j'arrive même à en plaisanter, à rire de mes oublis et juste hausser les épaules. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de choisir mon entourage et de me rapprocher de personnes qui partagent ces troubles. Même si les manifestations peuvent être très différentes d'une personne à l'autre, ça ne les empêche pas de me comprendre et de me soutenir. Et inversement, je dissocie de moins en moins, je suis de plus en plus stable et j'en suis immensément fière. Je suis également très reconnaissant à tout ce que mes amis m'ont apporté et m'apportent encore. Ils m'ont permis de m'accepter moi-même avec mes spécificités. Et elle est là la clé de la guérison et du bien-être, l'acceptation. Tant qu'on n'accepte pas les choses et qu'on lutte en permanence contre soi-même, on ne peut pas guérir correctement. C'est comme une plaie qui mettrait beaucoup plus de temps à guérir et être moins douloureuse si on ne fait que la toucher, alors qu'il faudrait la laisser tranquille pour que la cicatrisation se fasse. Accepter et se laisser tranquille est vraiment important. Le monde nous met suffisamment la pression pour qu'on n'ait pas besoin de le faire soi-même. Et la guérison n'est pas un chemin plat en ligne droite. Il y a des virages, il y a des hauts et des bas. Ça peut donner l'impression de retour en arrière, ce qui peut parfois faire dissocier un retour. Pourtant, on ne peut pas effacer tous les progrès qui ont été faits. Quand on se promène et qu'on se trompe de chemin pour se retrouver dans une impasse, on fait demi-tour pour retrouver le bon chemin, oui. Mais notre compteur de pas qu'on avait activé avant d'aller marcher, eh bien, il les compte tous ces pas qui ont été faits sur sur le mauvais chemin. C'est un progrès vers notre objectif de nombre de pas. Notre progression vers la guérison, c'est exactement pareil. Quand on se trompe de chemin, une fois, on peut retenir qu'il ne faut pas prendre ce chemin et choisir par conséquent un chemin qui est plus adapté.
Des fois, on peut tomber, s'écorcher les mains et les genoux. C'est ce que font les enfants pour apprendre à marcher. On avance, on se trompe, on revient sur nos pas. On tombe et on se relève pour apprendre à guérir. Et c'est cette façon de penser qui m'a aidé à l'acceptation. On ne peut pas aller bien H24, mais on peut aller bien à long terme, avec toutes ces variations. C'est ok, et c'est normal si certains jours sont plus durs que d'autres. Ça ne fait pas de nous des horribles personnes, seulement des personnes bien vivantes, qui font de leur mieux. Le ciel n'est pas toujours dans le même état. Le soleil ne brille pas toujours autant. Il ne fait pas toujours la même température et même que parfois il pleut, il y a du vent ou il neige. Et ça peut changer au cours d'une même journée. Des fois, on peut même voir des arcs-en-ciel, c'est génial. Moi aussi, je me suis beaucoup trompée de chemin. J'ai beaucoup fait demi-tour. Mais j'ai compris une chose, c'est impossible de se tromper seulement si on reste immobile. Les erreurs, c'est aussi ce qui nous apprend à faire mieux la fois d'après. Ça n'a pas fonctionné en faisant comme ça? Ok, on va essayer autrement, jusqu'à ce que ça marche. Ce qui m'a aussi aidé à mieux gérer le quotidien, c'est la communication interne. J'avais déjà commencé sur cette lancée avant d'avoir mon propre appartement, mais une fois seule chez moi, j'ai vraiment pu apprendre à coopérer avec mes alters. Avant, même si on avait une très bonne entente, on évitait à tout prix les choses difficiles, les émotions autres que l'amusement et le rire, qui au final n'étaient que superficielles, et maintenaient la dissociation. L'affection, la confiance, le travail d'équipe, les discussions plus profondes, parler de ce qu'on ressent, s'écouter les uns les autres, se réconforter, apprendre à se connaître, à vrai dire, c'est un travail qui a vraiment été possible quand on est parti de chez les parents. Là, on n'avait plus besoin de survivre en permanence et donc on pouvait se permettre d'explorer d'autres relations qu'on n'avait jamais osé jusqu'à présent. Nos liens dans le système se sont renforcés et le fait de réussir à mieux voir qui était capable de quoi, ça nous a aussi aidé à mieux comprendre notre fonctionnement. Ne plus bloquer les switches pour protéger les autres haltères et par peur de la perte de contrôle a changé énormément de choses. On a tous, plus ou moins à des degrés différents, ressenti les émotions des autres. C'était perturbant pour pas mal d'entre nous parce que nos capacités et notre vécu changeaient. Au lieu d'avoir des capacités bien précises pour chacun de nous, on les partageait. Au lieu d'avoir un vécu différent dans des mondes différents, on partageait notre vécu de la réalité. C'était déroutant, mais ça nous a aussi permis d'avoir une meilleure compréhension les uns des autres et de notre environnement. C'est surtout ça qui est important, une compréhension de notre environnement pour y réagir de manière plus adaptée. On est devenu une équipe où on fonctionne ensemble au lieu de faire de notre mieux chacun de notre côté et d'être catapulté au front parce que celui qui était là avant a atteint, voire dépassé ses limites. On est devenu plus fort face à une adversité qu'on perçoit de moins en moins dangereuse. Une adversité qu'on perçoit de moins en moins tout court. Que ce soit notre environnement, d'autres personnes ou nous-mêmes avec nos handicaps, notre perception du danger est en train de changer elle aussi, pour laisser place à un sentiment de sécurité grandissant. Concernant l'autisme et le TDAH, pour apprendre à gérer, je n'ai pas vraiment d'astuces ou de choses précises que j'ai mises en place. Ce que je fais surtout, c'est essayer des choses en gardant à l'esprit que ça ne va peut-être fonctionner que quelques jours, parce que c'est nouveau. C'est nouveau, donc c'est trop cool. Par contre, une fois passée la nouveauté, le cerveau n'y voit plus forcément d'utilité. En fait, je me connais. J'essaye au maximum d'être doux et compréhensif avec moi-même pour garder une certaine souplesse. Au lieu de rester coincé à me dire mais pourquoi ça marche pas, c'est pas juste, il faut que je continue. Eh bien, même si je suis frustrée, je peux me dire ok, ça ne marche plus, ben on va essayer autre chose. Bien sûr, je me laisse le temps de ressentir cette frustration pour ne pas la dissocier et l'enfermer quelque part jusqu'à ce que ça se répande en moi comme un poison. Des fois, quand c'est trop dur à la supporter, je me permets de la dissocier un peu, quand même, mais seulement pour mieux la ressentir sans que ce soit submergent. Petit bout par petit bout, jusqu'à finir par la ressentir dans son entièreté. Ma principale problématique dans mon TDAH, au final, c'est peut-être la gestion de mes émotions et comment je me traite moi-même. Évidemment, je n'y arrive pas toujours. Je ne peux pas arrêter d'être autiste et TDAH, mais je peux en limiter les impacts émotionnels qui, eux, influencent énormément l'intensité de mes troubles. Et si je peux mieux le vivre grâce à ça, c'est toujours ça de prix. Mes mots-clés pour conclure seront donc apprendre, comprendre,
accepter, communiquer avec ses parts, être indulgent avec soi-même. Et ce sera tout pour moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.